Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. NordVPN, maintenant, vous connaissez, c'est un VPN, c'est-à-dire que c'est un outil qui vous permet de faire croire à Internet que vous êtes ailleurs que là où vous êtes, ce qui vous permet notamment de contourner la censure ainsi que les géorestrictions de certains endroits, mais aussi évidemment d'avoir accès au catalogue des plateformes de streaming, par exemple, qui n'est pas disponible en France. NordVPN, c'est également le chiffrement de données pour renforcer votre confidentialité en ligne, ainsi que la protection anti-menace. Bah oui, je veux dire, votre navigation, elle passe par des serveurs NordVPN, donc eux, ils veillent à ce que vous ne vous retrouviez pas par erreur ou par accident sur des sites malveillants, par exemple. Un truc important aussi, que étonnamment, je trouve qu'on ne dit pas assez souvent, NordVPN, c'est rapide. Ce que je veux dire, c'est que voilà, vous vous connectez sur un serveur aux États-Unis, c'est-à-dire que en pratique, votre navigation, elle passe par les États-Unis, bah pour vous, c'est transparent. Vous n'attendez pas des plombes que les pages se chargent. Avec un abonnement NordVPN, vous pouvez connecter jusqu'à 10 appareils en simultané. Cela inclut évidemment les télévisions connectées. Et je le répète parce que je sais que l'argument a fait mouche la dernière fois, NordVPN n'enregistre pas votre activité en ligne. Vous pouvez aller sur les sites que vous savez, personne vous voit, personne vous juge. En suivant le lien qui est dans la description, bénéficiez de 4 mois supplémentaires sur un abonnement NordVPN de 2 ans. Et comme toujours, garantie satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. Autrement dit, vous n'avez rien à perdre à essayer le service. Encore une fois, vraiment merci à NordVPN de me faire confiance. Et quant à nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la vidéo. Salut les gens, aujourd'hui un épisode un petit peu spécial dans la forme, parce qu'il s'agit d'un épisode en 2 parties, dont la deuxième partie dans un format inhabituel sur cette chaîne, mais un format qui normalement devrait vous plaire, pour peu que vous y ayez du goût. La vitesse de la lumière dans le vide, la vitesse de la lumière, il est impossible d'aller plus vite. Ça, on le sait, vous le savez, je le sais, c'est Einstein qui l'a dit. Voilà, 299 792 458 mètres par seconde, eh ben c'est la vitesse limite ultime de l'univers, on l'a pointé comme ça. Et même, j'ajoute, et ça aussi c'est Einstein qui l'a dit, si vous avez une masse, que vous soyez une galaxie, un vaisseau spatial ou un simple électron, eh ben cette vitesse de la lumière, vous ne pouvez pas l'atteindre. Voilà, peu importe l'énergie dont vous disposez, ce n'est pas possible. Point. C'est comme ça. Voilà, sauf que aujourd'hui, on a décidé que nous dire c'est comme ça ou nous dire c'est Einstein qui l'a dit, ben on a décidé qu'on en avait rien à secouer. Non, aujourd'hui, on va vouloir comprendre pourquoi c'est pas possible. Vous l'aurez compris, les gens, aujourd'hui, on creuse un petit peu cette question de la vitesse de la lumière. Avant toute chose, on va retourner un petit peu en arrière, histoire de se donner une sorte d'élan. L'animal, on l'a vu dans l'épisode de la preuve à vue sur Newton, le lien dans la description, mais à un moment donné, Newton, il s'imagine que la Lune doit subir la même force de gravitation vers le centre de la Terre qu'une pomme qui tombe d'un arbre. Et donc il fait ses calculs, et il finit par dire « et ça correspond ». Eh ben on va détailler un petit peu ce que signifie ce « et ça correspond ». Et si vous vous demandez à ce stade le rapport que ça a avec la vitesse de la lumière, ça veut dire que vous n'avez pas l'habitude de la façon dont je structure mes vidéos. Ainsi donc, soyez les bienvenus, installez-vous, prenez un cookie, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cette chaîne est faite pour vous. Depuis Galilée, on sait que si on prend un objet type une boule en bois ou en plomb, enfin peu importe, et qu'on la lâche d'une certaine hauteur, pendant la première seconde de sa chute, bah cette boule, elle va parcourir à peu près 5 mètres. Un petit peu moins, genre 4,90 m. L'idée brillante de Newton, on l'a déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, c'est de s'imaginer que la Lune tombe vers la Terre de la même manière. Si la Lune n'orbitait pas autour de la Terre, elle tomberait, tout droit. C'est ça son idée. Et donc, en quelque sorte, ah non, pas en quelque sorte, c'est très exactement ça, la Lune tombe continuellement vers la Terre, mais à cause de sa vitesse radiale, eh ben, elle la loupe continuellement. Newton, maintenant, l'expérience de Galilée, il connaît la distance de la boule en bois ou en plomb jusqu'au centre de la Terre. C'est globalement le rayon de la Terre, parce que vous lâchez la boule en bois de 10 mètres du sol, c'est pas les 10 mètres qui vont changer grand-chose. Voilà, donc rayon de la Terre, environ 6400 km. Et de la même manière, il connaît aussi à peu près la distance entre le centre de la Lune et le centre de la Terre. C'est à peu près 380 000 km. Et notez bien que, on dit bien à peu près, c'est pas un hommage à Yann Solo, c'est juste pour dire que les mesures à l'époque sont moins précises que celles d'aujourd'hui, vous imaginez bien. Et à partir de là, voilà ce que fait Newton. Il imagine que la Lune, là où elle est maintenant, en fait, elle est arrivée en ligne droite et elle vient à peine de croiser l'attraction de la Terre. Donc elle était en ligne droite, et tac, et maintenant elle va commencer
à orbiter autour de la Terre. Il connaît l'orbite de la Lune et il connaît la période de révolution de la Lune autour de la Terre, donc il connaît la vitesse radiale de la Lune. Ce qui veut dire qu'il est capable de calculer la distance que parcourrait la Lune en 1 seconde si elle n'était pas attirée par la Terre. Mais puisque la Terre l'attire, du coup cette trajectoire, en fait, la Terre va dévier la trajectoire de la Lune pour la rapprocher de la Terre. Et il fait son petit calcul, machin, tout ça, et il voit que entre la trajectoire, s'il n'y avait pas la Terre, et la trajectoire avec la Terre, bah, la Lune, en fait, en 1 seconde, elle se rapprocherait de la Terre d'environ 1,5 mm. C'est pas beaucoup, hein. Non, c'est pas beaucoup, et en même temps, c'est tant mieux. S'il avait trouvé 20 000 km, là, c'était mort, son calcul. Maintenant, pour Newton, il est à peu près évident que la gravitation décroît avec la distance. Mais il n'est pas vraiment sûr de comment. Cependant, en s'appuyant sur les lois de Kepler, il pressent que la gravitation décroît de façon inversement proportionnelle au carré de la distance. C'est-à-dire que si un truc est 2 fois plus loin, la gravitation est 4 fois moins forte. S'il est 3 fois plus loin, 9 fois moins forte, etc. Et rappelez-vous, on l'a dit, hein, la distance centre de la Lune à centre de la Terre, c'est environ 380 000 km, tandis que la distance boule en bois, qui est juste au-dessus du sol, centre de la Terre, c'est 6400 km. Ce qui signifie que la Lune est, grosso modo, 60 fois plus loin que la boule en bois. Juste, il est possible que vous vous disiez, non mais attends, 60 fois, c'est pas beaucoup quand même, la Lune, elle est beaucoup plus loin que ça. Rappelez-vous que c'est pas par rapport au sol, c'est par rapport au centre de la Terre. Donc, la Lune est 60 fois plus loin du centre de la Terre que la boule en bois, ce qui signifie que la gravitation que subit la Lune devrait être, donc c'est 60 fois au carré, 3600 fois plus faible que les gravitations que subit la boule en bois. La boule en bois, je le rappelle, dans sa première seconde de chute, elle parcourt à peu près 4,90 m. Eh ben, si vous divisez 4,90 m par 3600, vous obtenez 1,4 mm. Et donc là, assez logiquement, Newton dit, et ça correspond. Vous voyez là comment ça marche bien le truc? Maintenant, si vous vous rappelez bien de mon épisode sur Newton, vous vous rappellerez également que Newton a mis quelques années avant de publier ses résultats. Et notamment le fait que sa loi universelle de la gravitation explique la trajectoire elliptique des orbites des planètes. Et c'est pas rien, ça. Kepler, lui, il l'avait constaté, mais personne ne l'avait expliqué. Et alors, que s'est-il passé? Eh ben, il s'est passé que j'ai un petit peu menti. En réalité, Newton n'a pas trouvé un résultat aussi propre que ça. Il a trouvé un résultat approximativement valable. De quoi lui donner envie de continuer, si vous voulez. Et le problème, c'est qu'en continuant, quand il a commencé à faire des calculs vraiment précis, eh ben, les résultats qu'il trouvait, ça correspondait plus. Et alors, ça correspondait plus du tout. Sauf que 6 ans plus tard, le monde scientifique a un petit peu avancé, et ils ont une bien meilleure mesure du rayon de la Terre, ainsi qu'une bien meilleure mesure de la distance de la Lune. Et donc, à ce moment-là, Newton refait ses calculs, et là, ça correspond. Et c'est par la suite qu'il aura son échange avec Halley, celui qu'on voit dans la vidéo, voilà. Voilà, fin de l'histoire. Mais le truc important à noter ici, c'est qu'on a d'un côté une formule mathématique, et de l'autre côté des observations. Et lorsque vous arrivez à montrer que l'écart qui existait entre votre formule mathématique et vos observations venait d'un défaut dans vos observations, c'est signe que vous pouvez commencer gentiment à faire confiance à votre formule mathématique. Et à partir de là, la loi universelle de gravitation de Newton va être considérée comme fiable, et, on va être clair, plus on va se mettre à mesurer des trucs, plus on va se rendre compte à quel point elle est correcte, et plus on va la trouver véritablement fiable. Quelques années plus tôt, en 1675, Newton publie ses résultats en 1687. Ok, on n'avait pas encore Newton, mais on avait déjà Kepler. Autrement dit, on savait à peu près comment ça marchait, même si on savait pas précisément pourquoi ça marchait. Donc en 1675, il y a un astronome danois qui travaille à l'observatoire de Paris, un gars qui s'appelle Ole Christensen Rømer. Et lui, en fait, il étudie les satellites de Jupiter, et en particulier le satellite Io de Jupiter. Précisément, il étudie les éclipses de Io de Jupiter... Non, les éclipses joviennes de Io, les éclipses ioiennes de Jupiter. Il étudie le moment où Io passe devant Jupiter... Enfin, passe entre Jupiter et la Terre. Voilà. Et je dois dire que ça fait un certain temps que le gars est un petit peu chafouin. Oui, il chafouine. Il chafouine. Parce que normalement, jusque-là, les lois de Kepler, elles expliquent plutôt bien les orbites des planètes et des satellites autour des planètes, et voilà. Et c'est vrai, hein, que les lois de Kepler, elles expliquent vraiment plutôt bien tout ça. Sauf que là, manque de peau,
Eh ben, des fois, l'éclipse de Io de Jupiter, elle se passe au moment qui était prévu, mais des fois, ça arrive 10 minutes trop tôt, et d'autres fois, ça arrive 10 minutes trop tard. Et donc, ça chafouine, jusqu'au moment où Rømer réalise un truc. Les fois où l'événement se produit plus tôt que prévu, bah, c'est les moments où Jupiter est la plus proche de la Terre sur leur orbite respective. Tandis que les fois où l'événement se produit plus tard que prévu, bah, c'est les moments où Jupiter est la plus loin de la Terre sur leur orbite respective. Et Rømer, à ce moment-là, il se dit, si on imagine que les lois de Kepler sont valides, parce qu'on va être honnête, jusque-là, elles sont quand même globalement toujours valides, et que le problème ne vient pas des maths, mais de l'observation, alors, ok, pourquoi pas, sauf que, pardon, mais là, l'observation, enfin, je veux dire, ça va être compliqué de disputer les faits, je veux dire, c'est à l'heure prévue, on colle son œil dans le télescope, on regarde, et puis soit c'est pas encore arrivé, soit c'est déjà arrivé, soit c'est pile au bon moment. Enfin, je veux dire, c'est relativement simple comme observation. Oui, sauf que c'est là que Rømer va ajouter un petit truc un peu brillant. Oui, il dit alors ok, peut-être que l'observation qu'on fait, elle est correctement réalisée, mais peut-être que ce qu'on observe, c'est pas exactement ce qu'on croit observer. Ok, mais comment ça? Et si la différence ne venait pas tout simplement du fait que la lumière ne serait pas instantanée? Oui, parce que si la lumière est pas instantanée, mais qu'elle est simplement très 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 rapide, bah alors ça peut justifier le fait que, quand Jupiter est vachement loin, elle met plus de temps à nous arriver. Ah, et qu'au contraire, quand elle est vachement près, elle met moins de temps à nous arriver. Voilà. Vous imaginez le niveau de confiance qu'il faut avoir dans les lois de Kepler pour imaginer un truc pareil? Et ayant déjà capté que ça dépendait directement de la distance entre Jupiter et la Terre, bah Rømer, il est carrément capable maintenant de précisément prédire à quel moment on pourra jeter son œil dans le télescope et observer l'éclipse de Io de Jupiter de Io. Je sais jamais dans quel sens faut les mettre, ça me saoule. En 1676, il annonce que l'éclipse du 9 novembre aura lieu avec 10 minutes de retard. Et c'est le cas. Et du coup, gros succès. Ces résultats sont publiés dans le journal des savants. Partant toujours de cette hypothèse que la lumière n'est pas instantanée, puisqu'il connaît la distance Terre-Jupiter, quand elle est plus proche, quand elle est plus loin, et qu'il voit les temps d'avance, de retard, etc., il doit être en mesure de calculer cette éventuelle vitesse de la lumière. Notez tout de suite que Rømer est absolument pas le premier à s'imaginer que la lumière n'est pas instantanée. Empédocle, en son temps, enfin bref, on s'en fout, mais Galilée, par exemple, il avait même tenté d'expérimenter pour mesurer cette vitesse de la lumière, avec un système de lanterne qui était obstrué ou non. Ceux qui, sur Terre, n'avaient strictement aucune chance de marcher, hein, les distances sont clairement pas assez grandes. À l'échelle de la Terre, la vitesse de la lumière est bien trop grande et les distances sont bien trop courtes pour pouvoir mesurer quoi que ce soit, qui plus est à l'époque, quoi. Et donc, notre ami Rømer calcule cette vitesse supposée de la lumière, et il trouve un résultat de 220 000 km par seconde. Et j'ai envie de dire, pas mal. Alors oui, il y a une grosse erreur, hein, je veux dire, la vitesse de la lumière, là, elle est clairement sous-estimée de près de 27%. Mais, pour un premier calcul, franchement, c'est pas dégueu. Oui, parce qu'on rappelle que, à l'époque, pour un scientifique, 1 mètre, ça mesure toujours 1 mètre, où que vous soyez et quelle que soit votre vitesse, et 1 seconde, ça dure toujours 1 seconde. Hein. Et la lumière est instantanée. Présumer que c'est pas le cas, bah c'est pas franchement un truc intuitif. D'ailleurs, pour Kepler lui-même, la lumière, elle est instantanée. Et pour Descartes, et là vous allez voir c'est marrant parce que Descartes il est allé encore plus loin, non seulement la lumière est instantanée parce que sinon le Soleil, la Lune et la Terre ne pourraient pas s'aligner en cas d'éclipse, mais de plus il va jusqu'à dire que si la vitesse de la lumière était finie, si la lumière n'était pas instantanée, alors tout son système de pensée philosophique pourrait être réfuté. Et pour que vous ayez une notion, quand Rømer calcule la vitesse de la lumière, ça fait juste 25 ans qu'il est mort, Descartes. Hein. On parle de gars qui sont quand même relativement contemporains. Hein. La suite, on la connaît, on va mesurer plus régulièrement et de façon de plus en plus précise la vitesse de la lumière, jusqu'en 1905, quand Einstein va écrire sa relativité restreinte et qui va révolutionner l'idée même qu'on se fait de la structure de l'univers. Dès lors, 1 mètre ou 1 seconde, c'est plus un truc absolu, ça dépend de qui mesure, de où il est par rapport à un autre qui observe, qui se déplace, enfin ça dépend de tout un tas de trucs. Disons que c'est relatif. Autrement dit, l'univers, c'est plus tellement une espèce de grand espace vide dans lequel il y a l'univers, hein, et dans lequel 1 mètre fait toujours 1 mètre, et puis 1 seconde s'écoule toujours à la même vitesse pour tout le monde, quoi qu'il arrive. L'univers lui-même structure cet espace et ce temps. Non seulement ça, mais de plus, l'espace et le temps sont intriqués.
Et pas qu'un peu, ils sont très clairement intriqués. Einstein dit pas seulement que l'espace peut être déformé et que le temps peut être déformé. Il dit que l'espace et le temps peuvent être déformés et qu'ils sont contraints l'un avec l'autre. Quand vous déformez l'un, vous tordez l'autre d'une certaine manière en répondant à des lois, etc. Dit plus simplement, déformer l'un, c'est déformer l'autre. Oui, voilà. Et il y a, quelque part caché dans ces formules, un nombre, une constante, si vous voulez, qui exprime cette contrainte qui existe entre l'espace et le temps, entre la structure de l'espace et la structure du temps. Et ce nombre, cette constante qui sous-tend cette relation entre espace et temps, quand on la regarde, quand on regarde les formules mathématiques, eh ben cette constante, elle est homogène à une vitesse. Elle s'exprime en mètres par seconde. Et on appelle cette constante c. Mais attention, c, c'est pas la vitesse de la lumière. C, c'est une propriété de l'univers qui est homogène à une vitesse et qui structure la relation entre espace et temps. Ce qui est plutôt de bon goût pour une vitesse. Imaginons une expérience relativement simple. Vous avez une corde qui fait pile 1 mètre. Et au bout de cette corde, vous placez une petite masse. Et votre corde est très précisément constituée de façon à ce que si la masse fait 1 gramme, et que vous commencez à tourner comme ça, à faire tourner la corde, à 100 tours minute pile, dès que vous atteignez les 100 tours minute, la corde casse. Vous comprenez bien que si vous mettez une masse de 10 grammes, la corde, elle va céder avant les 100 tours minute. Et si, à l'inverse, vous avez une masse de 10 milligrammes, bah là, vous pourrez tourner carrément plus vite avant que ça casse. Le lien 1 gramme 100 tours minute, c'est ça qui structure cette expérience, si vous voulez. Bon, alors, mon exemple, là, il est un petit peu claqué au sol. Mais maintenant, essayez d'imaginer qu'il existe une masse minimum. Une masse en dessous de laquelle c'est pas possible de faire moins de masse que la masse dont je vais parler là. Et cette masse, on va l'appeler M0. Et votre corde, là, elle est censée péter pile à 100 tours minute si au bout de cette corde, vous avez cette masse M0. Vous comprenez bien que votre corde, là, vous pourrez jamais la faire tourner à plus de 100 tours minute. C'est-à-dire, si vous mettez pile la masse M0 au bout de la corde, vous pourrez faire 100 tours minute et boum, ça casse. Mais si vous mettez n'importe quelle autre masse, ça cassera avant. Ça cassera avant parce qu'il existe une limite. Et alors, ok, par simplicité, on pourrait dire que cette limite, c'est M0. Mais la réalité, c'est que la limite, c'est pas une masse. La limite, c'est vraiment ce rapport entre la façon dont la corde est structurée et cette masse minimum. Donc, je répète, c'est pas M0 qui est une limite. Ce qui est plus juste de dire, c'est dire que cette expérience qu'on a imaginée a une limite, et il se trouve que cette limite, on l'atteint avec la masse M0. Eh ben, la constante C, c'est ce qui structure le rapport entre l'espace et le temps, et il se trouve que ça correspond à la vitesse de la lumière dans le vide. Mais on va un petit peu mieux expliquer par la suite pourquoi C, c'est pas vraiment la même chose que la vitesse de la lumière dans le vide, hein, vous inquiétez pas. Et donc, la valeur de C, tout comme la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide, c'est 299 792 458 mètres par seconde. Et ce qui est marrant, c'est que si vous me demandez avec quelle précision et avec quelle confiance je peux sortir exactement ce nombre, eh ben, la valeur de C, ou la vitesse de la lumière dans le vide, c'est 299 792 458 mètres par seconde, exactement. Par définition. Si vous vous rappelez la série d'épisodes que j'ai fait sur les unités SI, vous vous rappelez peut-être que la définition du mètre est fonction de la vitesse de la lumière dans le vide. Définition du mètre en 1983, je cite. Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 299 792 458e de seconde. Et donc, la vitesse de la lumière qui s'exprime en mètres par seconde, vu que le mètre est défini par rapport à la vitesse de la lumière, bah du coup, ce nombre-là, 299 792 458, bah, par définition, c'est une valeur exacte. Voilà, c'était gratos, mais je trouve ça marrant. Genre, moi, par exemple, sachez que je suis capable de courir 10 km en 1 minute. Ah bon? Mais comment tu fais? Définition de la minute, tant qu'il est nécessaire un Bruce pour parcourir 10 km. Et voilà. Bon, juste à partir de maintenant, on va parler de temps qui s'écoule un peu plus lentement ou un peu plus rapidement, etc. Et ça peut très vite être casse-gueule comme façon de parler. Donc, on va juste prendre quelques secondes pour préciser de quoi on parle. Mettons que je me déplace par rapport à un observateur. Vous êtes un observateur. Vous êtes avachi là dans votre canapé ou assis sur vos chiottes, voilà. Et moi, je me déplace. Ce que dit la relativité restreinte, c'est que mon temps s'écoule plus lentement que votre temps. Et ça, j'ai envie de dire, c'est la pire façon possible de le dire. Une meilleure façon de le dire, ce serait de dire que si vous, qui êtes assis là où vous êtes capable de là où vous êtes, d'observer
un chronomètre que vous avez dans la main et d'observer dans le même temps le chronomètre que moi j'ai dans ma main pendant que je me déplace, vous constaterez que mon chronomètre tourne moins vite que votre chronomètre. Évidemment, à nos échelles, vous constaterez absolument que dalle, hein, qu'on soit bien clair. Là j'exagère le truc pour qu'on comprenne, mais on parle de déplacement à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Hein. Sinon, vous verrez rien. Maintenant, le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que de mon point de vue à moi, mon chronomètre, il tourne exactement à la même vitesse que quand je me déplaçais pas. Non seulement ça, mais vu que maintenant, de mon point de vue à moi, c'est vous qui vous éloignez, bah, si j'arrive à voir votre chronomètre, je verrai que votre chronomètre tourne moins vite que le mien. On va pas revenir dessus, c'est pas du tout intuitif. J'ai fait 2 vidéos sur le sujet, sur la relativité restreinte. Donc si vous les avez pas vues, matez ces vidéos, puis allez faire une sieste. Une image que j'aime bien, mais qui d'une part est pas plus naturelle qu'intuitive, et qui d'autre part est pas tout à fait exacte, c'est imaginez la chose suivante. Tout, absolument tout, j'insiste, tout, chaque particule, chaque électron, chaque proton, chaque personne, chaque véhicule, chaque planète, les galaxies, absolument tout se déplace toujours à la même vitesse. Tout le temps. Sauf que c'est pas une vitesse. Ouais, non mais dit comme ça, par contre là c'est chaud quoi. J'entends, alors... Petite parenthèse introductive. Une vitesse, ça indique la distance que vous parcourez en un temps donné. Vous parcourez 10 km en 1 heure, votre vitesse moyenne sur cette heure, bah, c'était 10 km/h. De la même manière, l'allure à laquelle vous vous déplacez là maintenant, tout de suite, si vous la conservez et qu'on constate qu'en 1 heure, vous faites 10 km, alors votre vitesse actuelle, instantanée, c'est 10 km/h. Et donc, ce qui est important de noter, c'est que pour pouvoir parler de vitesse, il vous faut 2 types de dimensions particulières. D'une part, une dimension spatiale, pour mesurer la distance que vous parcourez, et d'autre part, une dimension temporelle, pour mesurer le temps que vous prenez à parcourir cette distance. Jusque-là, vous suivez? Bon, maintenant, on va imaginer un truc qui serait un peu similaire, mais qui serait pas une vitesse. Genre, par exemple, si je mesure à un instant T, voilà, le temps est arrêté, je mesure le nombre de particules chargées qui traverse une surface donnée. Alors là, il s'agit pas d'une vitesse, hein, bien sûr, mais on est bien sur 2 types de dimensions distinctes. Il y a une dimension, bah, c'est le nombre de charges électriques, et l'autre dimension, bah, c'est la surface donnée. Alors attention, parce que je réalise que cet exemple-là fait tout de même furieusement penser à une notion d'intensité de courant électrique, sauf que je rappelle que l'intensité de courant électrique, c'est par seconde. Donc il s'agit pas de ça, ça ressemble un peu vite fait, mais on s'en fout, c'est pour l'exemple, mais c'est pas ça. C'est juste pour dire que, dans la forme, on peut mesurer un truc qui a 2 dimensions, et qui, globalement, ça fonctionnerait un peu comme une vitesse, sans pour autant être véritablement une vitesse. Bon, je reprends mon exemple qui était pas clair, mais maintenant je vais mieux le dire. Imaginons que tout, absolument tout, des particules jusqu'aux galaxies, se déplacent. Que tout évolue, ouais c'est bien évolue, c'est mieux. Tout évolue dans l'espace-temps, donc à la fois dans l'espace et dans le temps, avec une intensité constante. Et mettons qu'on a une unité pour mesurer cette intensité, qu'on appelle le gaston. Voilà, exactement. L'unité de mesure de cette évolution, c'est le gaston. Ce qui est important de noter là, c'est que chaque fois qu'on aura mesuré que, par exemple, un électron a évolué d'un gaston, absolument tout le reste de l'univers, toutes les autres particules, les personnes, les véhicules, les planètes, les galaxies, tout aura évolué d'un gaston. Ce gaston, en pratique, ça va être un vecteur qui va avoir 2 composantes. Une composante spatiale et une composante temporelle. Oui, puisqu'on a dit dans notre exemple que tout évoluait dans l'espace-temps. Donc dans l'espace et dans le temps. Ce que j'essaye de figurer avec cette image, c'est que, ok, tout évolue dans l'espace-temps, mais tout n'évolue pas de la même manière dans l'espace et dans le temps. Par exemple, certaines choses vont évoluer beaucoup dans le temps et peu dans l'espace, tandis que d'autres vont évoluer beaucoup dans l'espace et peu dans le temps. Et là, on retrouve notre notion de relativité restreinte, mais ce qu'il faut bien entendre, c'est que l'intensité de cette évolution est la même pour tout. Si on prend maintenant 2 personnes, il y en a une qui ne se déplace pas dans l'espace et une autre qui se déplace au contraire beaucoup dans l'espace, et bien celle qui se déplace beaucoup dans l'espace, sa composante temporelle de gaston sera bien moindre que pour celle qui se déplace pas dans l'espace. Autrement dit, pour la personne qui se déplace, elle avance moins vite dans le temps que pour la personne qui se déplace pas. Bon, juste, qu'on soit bien clair sur le fait que ça reste une analogie un peu moisie.
Simplement dire qu'il y a une personne qui se déplace pas dans l'espace, ça veut dire que j'adopte, pour mon image, le point de vue de la personne qui se déplace pas, puisque tout est relatif. J'aurais pu adopter le point de vue de la personne qui se déplace, et auquel cas, ça changeait le... C'était l'inverse, quoi. Autrement dit, le schéma que je donne ne vaut que pour un observateur donné, tout le temps. Et j'ajoute que cette unité, là, le Gaston, alors vous pouvez la répartir plus ou moins comme vous voulez entre espace et temps, mais vous pourrez jamais modifier son amplitude. Pas possible. C'est la même pour tout. Tout évolue du même nombre de Gastons en même temps. Et là, le « en même temps », il est assez piégeux. Oubliez le « en même temps ». C'est chaque fois qu'un truc évolue d'un Gaston, tout le reste a évolué d'un Gaston. C'est ça que ça veut dire. Eh ben, dites-vous que la constante C, cette constante, qui se trouve être également la vitesse de la lumière dans le vide, c'est une constante qui est intrinsèquement liée à la notion de Gaston. C'est véritablement la constante qui permet de relier espace et temps dans notre univers. Bon, sans vraiment faire de transition, il faut qu'on parle d'un autre truc. L'inertie. Vous vous rappelez, hein, l'inertie, on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. L'inertie, c'est la tendance que va avoir un machin, une particule, un véhicule, une planète, une galaxie, peu importe, à conserver son mouvement si on lui fout la paix. Si vous avez une bille qui est lancée en ligne droite dans l'espace, loin de toute interaction gravitationnelle, et que il n'y a pas de collision, il n'y a rien, il n'y a pas de propulsion, la bille, vous lui foutez la paix, eh ben elle continuera sa trajectoire en ligne droite, sans ralentir, sans accélérer. Et à cause de l'inertie, il y a une conséquence qui va être importante pour nous. Plus l'inertie d'un corps est grande, et plus il faut une force grande pour altérer son mouvement. Une voiture au point mort qui avance à 2 km/h, normalement vous êtes à peu près capable de l'arrêter à main nue. Si elle est au point mort à 80 km/h, barrez-vous. Vite. Et ça, c'est pour l'arrêter, mais ça vaut aussi pour l'accélérer. Il faut plus de force pour accélérer un corps de 50 km/h à 100 km/h que pour accélérer un corps de 0 km/h à 50 km/h. Oui. Une autre façon d'aborder cette question, c'est d'utiliser une formule un peu obscure, que les grands théoriciens de la physique connaissent normalement, encore que pas tous, E égale mc2. Cette formule, elle décrit l'équivalence entre la masse d'un corps et son énergie, mais attention, d'un corps au repos. Et on va être clair, lorsque le corps se déplace à des vitesses pas du tout relativistes, genre des vitesses normales, genre 40 km/h, la formule reste globalement valide. Hein, oui. Mais si on est à une vitesse qui est relativiste, si on a une vitesse qui est proche de la vitesse de la lumière, alors cette formule est un poil différente. Il y a un coefficient qui vient s'ajouter à tout ça, et ça devient E égale gamma mc2. Où gamma, ça vaut 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré. Où v, c'est la vitesse du corps en question. Et le truc, c'est que plus on va s'approcher de la vitesse de la lumière, plus v carré va être proche de c carré, plus v carré sur c carré va tendre vers 1, plus 1 moins v carré sur c carré va tendre vers 0, et plus 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré va tendre vers 1 sur 0. Et je rappelle qu'une division par 0, c'est juste non. Toutefois, en s'approchant de la vitesse de la lumière, hein, sans avoir atteint la vitesse de la lumière, en s'approchant de la vitesse de la lumière, ce coefficient gamma, il va grandir méchamment, et il va tendre vers l'infini. Et ça signifie la chose suivante. Théoriquement, un corps qui a une masse non nulle et qui se déplace à la vitesse de la lumière dans le vide, il a une énergie infinie. Et ça veut dire que pour l'obtenir, il a fallu lui fournir une énergie infinie. Et ça, normalement, vous comprenez bien, ça pue duc. Et donc voilà, ce qu'il faut retenir à ce stade de la vidéo, c'est que n'importe quel objet qui a une masse, pour pouvoir se déplacer à la vitesse de la lumière, il lui faut une énergie infinie. Dit autrement, n'importe quoi qui a une masse ne peut pas se déplacer à la vitesse de la lumière. Il ne peut pas atteindre la vitesse c. C'est pas possible. Dit encore autrement, en reprenant l'image de tout à l'heure avec les Gastons et les machins, un objet qui a une masse ne peut pas avoir un Gaston qui n'a une composante que spatiale. Genre avec 0 composante temporelle. Ce n'est pas possible. Même si, cela dit, on est d'accord, plus un objet qui a une masse va se déplacer vite dans l'espace, hein, plus il va évoluer dans l'espace, moins sa composante temporelle de Gaston va être grande. Oui, et la limite, on la connaît, c'est le photon. Le photon, là, oui, il a une composante de Gaston qui est 100% spatiale. 0 composante temporelle. Le photon n'évolue pas dans le temps, il n'évolue
que dans l'espace. Mais je rappelle que le photon, pour ce qu'on en sait, n'a pas de masse. Sa masse est nulle. Ce qui signifie non seulement qu'il se déplace à la vitesse de la lumière, mais il ne se déplace que à la vitesse de la lumière. Ce qui est exactement le cas de tout ce qui n'a pas de masse. Je répète, pour que ce soit bien clair, c'est pas qu'un photon peut se déplacer à la vitesse c, c'est qu'un photon ne peut que se déplacer à la vitesse c. Un photon à 20 km/h, ça n'existe pas. Mais attends une seconde d'Ivoire, est-ce que ça voudrait dire que pour un photon, le temps n'existe pas? Alors, c'est plus compliqué que ça, et on va vite être limité par notre langage, si on veut dire les choses clairement. Et si on veut juste les dire, voilà, ouais, en gros. Alors, en gros, si on imagine que je puisse m'asseoir sur un photon, avec un chronomètre à la main, et en imaginant qu'un autre observateur arrive à voir le chronomètre qui est dans ma main, et ce, quel que soit l'observateur, c'est ça qui est marrant, parce qu'un photon, ça se déplace toujours à la vitesse de la lumière, quel que soit l'observateur, alors l'observateur constatera que le chronomètre que je tiens à la main, moi qui suis assis sur un photon, ce chronomètre n'avance pas. Oui, mais attends, parce que on est d'accord que toi, assis sur le photon, ton chronomètre, tu le vois avancer normalement, non? Alors, non, mais là on est dans une situation qui dépasse clairement l'analogie. Là, il est plus possible d'exprimer simplement avec cette analogie ce qui se passe dans ce cas-là. Là, très clairement, il faudra qu'on revienne dessus dans la deuxième partie de la vidéo. Ah bon? Oui, parce que en théorie, déjà, je peux pas m'asseoir sur un photon, c'est-à-dire que moi qui ai une masse, je peux pas aller à la même vitesse que le photon, et par ailleurs, en tant qu'observateur, je suis censé moi-même voir le photon se déplacer à la vitesse de la lumière, y compris par rapport à moi. Ah ouais, merde. Il y a une façon d'imaginer la chose qui consiste à dire que, du point de vue du photon, un photon émis est immédiatement absorbé dans son propre référentiel. Mais déjà là, ça signifie parler du référentiel du photon. C'est présumer que le photon peut avoir un référentiel, et déjà là, on n'est pas bon. Oui, on n'est pas bon, puisqu'on rappelle qu'un photon est censé se déplacer à la vitesse de la lumière, quel que soit le référentiel. Quel que soit le référentiel inertiel, on rappelle. Et donc, du coup, c'est pas possible de répondre à une question comme ça? Alors, je sais pas si c'est possible ou pas possible de répondre à une question comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il faut quelqu'un de plus intelligent que moi pour y répondre. Oh, tu vas où? Attraper un gars random dans la rue, il sera plus intelligent que toi. Bon, et sinon, on n'en profiterait pas pour répondre à une autre question qui me turlupine? Qui te turlupine? Oui, qui me turlupine, oui. Ok, bah, vas-y. Tu dis qu'un photon ne peut se déplacer que à la vitesse de la lumière, et qu'à cette vitesse-là, sa composante temporelle de Gaston est nulle. Oui? Alors, c'est dit un peu vite, mais oui. Mais lorsqu'un photon se déplace dans l'eau, alors, il se déplace toujours à la vitesse de la lumière, mais à la vitesse de la lumière dans l'eau, qui est plus petite que c. Est-ce que à ce moment-là, le photon, puisqu'il va à une vitesse qui est plus petite que c, est-ce qu'il n'a pas une composante temporelle de Gaston qui est tout de même pas tout à fait nulle, qui est un tout petit peu? Auquel cas, le gars qui serait assis sur le photon, il verrait tout de même le chronomètre avancer tout doucement, mais il le verrait avancer. Vache, mais tu sais que c'est une excellente question, ça? Oui. Et je pense qu'il nous faudra l'exacte même personne pour répondre à cette question-là dans la deuxième partie, oui. Ah. Donc, à suivre? À suivre.